Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. La réunion consultative entre la Tunisie, l'Algérie et la Libye qui a réuni le président tunisien Kais Saïd, le président Abdelmadjid Tebboune et le président du conseil présidentiel libyen Mohamed Younes Al-Menfi s'est clôturée hier, lundi, à Tunis. Cette réunion a été annoncée lors d'un mini-sommet entre les trois chefs d'État tenu début mars à Alger, en marge du 7e Forum des pays exportateurs de gaz. Les trois dirigeants maghrébins ont décidé lors de cette rencontre d'Alger d'intensifier leur coopération à tout point de vue en mettant en place un nouveau cadre de concertation trilatérale. Ils ont convenu d'organiser un sommet tous les 3 mois en retenant la Tunisie pour l'accueil de la première réunion. Ce nouveau cadre de concertation entre les trois pays a été initié par M. Abdelmadjid Tebboune dans le but de relancer le bloc maghrébin qui souffre du gel de l'Union du Maghreb arabe. Le président Tebboune a affirmé lors de son entrevue périodique avec les représentants des médias nationaux le 30 mars « Notre démarche est motivée par le vide existant actuellement au niveau régional. Même les autres pays africains nous le rapprochent. Il y a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, etc. Mais il n'y a pas de bloc nord-africain. Alors nous avons décidé de nous rencontrer pour coordonner et parler d'une seule voix, avait-il expliqué, tout en précisant que cette initiative avait pour objectif de former un ensemble régional qui permettrait de coordonner les efforts en vue d'unifier la voix des pays membres sur de nombreuses questions internationales. M. Abdelmadjid Tebboune avait rassuré que cette démarche n'était dirigée contre aucun autre État et que la porte est ouverte aux pays de la région qui voudraient y adhérer. Nos voisins de l'Ouest ont fait d'autres choix sans nous consulter, avait-il relevé. À son arrivée à Tunis hier, lundi le 22 avril, pour participer aux travaux du mini-sommet tripartite, le chef de l'État, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé encore une fois le soutien de l'Algérie à la Tunisie, en s'écriant que Dieu protège la Tunisie. Nos cœurs sont toujours avec le peuple tunisien et avec mon frère Kais. La Tunisie peut être impactée, mais ne tombera pas. La Tunisie restera debout, a déclaré le président Tebboune. La nature a horreur du vide, le monde évolue, les défis géopolitiques modèlent un monde nouveau, en pleine mutation, où les nations n'ont d'autre choix que de s'unir dans des regroupements régionaux à l'image de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou encore du Conseil de coopération du Golfe, à moins d'affronter seuls et isolés des mastodontes comme les 27 pays de l'Union européenne. Alors, qu'en est-il du sommet tripartite de Tunis? S'agit-il dans les faits de relancer la construction maghrébine sans le Maroc et la Mauritanie? Force est de constater que depuis l'indépendance des pays maghrébins, le rêve ambitieux de l'intégration des 5 pays, en l'occurrence le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie, dans un ensemble régional est plongé dans un coma encéphalique. Un chiffre qui résume l'état des lieux dans l'UMA, cette coquille vide créée il y a 35 ans, au sein de laquelle les échanges commerciaux ne dépassent guère les 3% contre 47% d'échanges inter-Union européenne. Pour rappel, l'Union du Maghreb arabe avait été fondée en 1989 avec l'ambition de renforcer les liens politiques et économiques entre l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie et la Libye, sur le modèle de la communauté européenne, future Union européenne. Mais des tensions récurrentes entre Alger et Rabat ont fait capoter ce rêve. Ainsi, le dernier sommet entre dirigeants maghrébins remonte à 1994. Face à ce blocage, faut-il pour autant baisser définitivement les bras ou par pragmatisme passer à une autre dynamique maghrébine concrétisée par la création d'une nouvelle entité maghrébine, quitte à amputer cet espace régional de l'un des pays fondateurs, le Maroc, ou en plus de la Mauritanie. Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro.
Sommet tripartite de Tunis. Le Maghreb sans le Maroc et la Mauritanie, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser. Salam alaikum tout le monde. Merci pour l'invitation et bienvenue à tout le monde ainsi qu'à vos invités. Merci beaucoup, Hamid Lellou. Alaykoum salam. On a le plaisir aussi d'accueillir Gamal Abina, expert en relations internationales. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Merci, Gamal Abina. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Ahmed Ounaïs, ex-diplomate et ministre des Affaires étrangères tunisien. Il sera avec nous depuis Tunis, par téléphone. Hamid Lellou, je vais commencer cette émission avec vous. On va juste, avant de vous donner la parole, on va écouter donc le ministre des Affaires étrangères tunisien, Nabil Amar, donc ces déclarations conjointes lues par donc le ministre des Affaires étrangères tunisien. On l'écoute et je reviens à vous juste après. الإدراك المشترك بضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة كلها وتعزيز مناعتها لا سيما مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة وفعلا لم يعد بالإمكان لأي دولة أن تواجه تداعياتها بمفردها فضلا عن الحاجة الملحة لأن يكون للدول الثلاث صوت مسموع موحد وحضور مؤثر وفاعل في مختلف فضاءات الانتماء الإقليمية والدولية. Le ministre des Affaires étrangères tunisien, M. Nabil Amar, Hamid Lellou, comment peut-on lire donc ce sommet de tripartite, l'Algérie, Tunisie, la Libye? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Donc, surtout qu'il faut rappeler, la dernière réunion, le dernier sommet était en 1994 à Tunis. Donc en Tunisie en 1994. Est-ce que c'est une bonne chose? Ou bien au contraire, beaucoup d'observateurs aussi se posent la question, où est le Maroc et la Mauritanie? De manière courte et simple, c'est une très bonne chose même. Pas qu'une bonne chose, c'est une très bonne chose. Le monde actuel vit des défis extraordinaires. Et il n'y a aucun pays au monde, y compris les États-Unis et la Chine, aucun pays ne peut vivre tout seul. Aucun pays ne peut faire face à ces défis extraordinaires tout seul. Donc, des initiatives d'union, des initiatives de coopération, des initiatives de travailler ensemble pour l'intérêt commun des peuples est une très bonne chose. Et le problème, c'est que maintenant, le contexte, dans les relations internationales, il y a toujours le contexte qui crée des prétextes. Et pour ceux, par exemple, vous avez cité la Mauritanie et le Maroc qui ne sont pas présents malheureusement, et du coup, cette union maghrébine ou bien l'union de l'Afrique du Nord ne se fera pas sans l'un ou l'autre des pays. Il y a 5 pays de l'Afrique du Nord, donc l'Afrique du Nord, ça doit être 5 membres. Ceci dit, en attendant, est-ce qu'il est sage et intelligent de créer des courants, des axes, en attendant de pouvoir créer quelque chose de mieux? Absolument. Maintenant, pourquoi le Maroc et la Mauritanie ne sont pas présents? Tout le monde le sait, c'est clair comme l'eau de roche. Le Maroc n'est pas là à cause de la dissension et des désaccords profonds qu'il y a avec l'Algérie. Par contre, la Mauritanie, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, la Mauritanie ne refuse pas d'adhérer au groupe d'Afrique du Nord. C'est pas ça le problème. Le problème de la Mauritanie est un pays qui est au porte-à-feu entre 2 pays frères. La Mauritanie ne peut pas faire une union avec un pays au détriment de l'autre. C'est-à-dire que si demain le Maroc appelle à une réunion sans l'Algérie, la Mauritanie refusera. Elle se trouve dans une situation où elle a du mal à choisir entre les deux. Elle ne peut pas choisir entre les deux. Et c'est pour ça que même s'il y a une initiative marocaine qui appellerait à une union, la Mauritanie
ne va pas y adhérer. Donc, à mon avis, la Mauritanie, c'est pas qu'elle n'a pas été invitée, mais elle ne pouvait pas venir. D'ailleurs, et je laisserai votre invité s'exprimer là-dessus, les initiatives bilatérales Maroc, Mauritanie, Algérie, Mauritanie sont assez solides. Les Mauritaniens, ils arrivent à travailler de manière individuelle et séparée avec les deux pays. Mais dès qu'il s'agit de faire une union de l'un au détriment de l'autre, ils refusent de jouer ce jeu pour différentes raisons que j'étalerai plus tard. Très bien. Gamal Abina, je reviens à vous. Donc, peut-être même question. Vous avez entendu donc la réponse de Hamid Lellou. Mais quand on lit, par exemple, dans la déclaration qui a suivi donc ce sommet, on peut lire que les trois présidents ont souligné la nécessité d'unifier les positions et d'intensifier la concertation et la coordination en vue de renforcer les fondements de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région, d'une part, et d'autre part, d'accroître son immunité face à l'émergence des mutations aux développements régionaux et aux crises internationales successives. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ce sommet? Est-ce que c'est une bonne chose ou peut-être aussi que beaucoup le voient que c'est une manœuvre peut-être qui ne va pas dans le bon sens, puisque le Maroc et la Mauritanie n'étaient pas donc invités à ce sommet? Non, pas le Maroc et la Mauritanie. Le Maroc n'était pas invité, évidemment. La Mauritanie n'a pas pu venir. Et votre invité a parfaitement résumé la situation sans le moindre. Je n'ai rien à ajouter de plus de ce qui a été dit. Il a parfaitement raison. La Mauritanie est prise en étau entre deux voisins, le Maroc et l'Algérie. Il faut se rappeler quand même qu'historiquement, la Mauritanie a bataillé contre le Maroc pour le Sahara occidental, puisqu'elle revendiquait aussi une partie de ce Sahara, qu'elle a finalement cédé. Il faut se rappeler que la Mauritanie a toujours de bonnes relations avec l'Algérie, c'est pas d'hier. Et il faut se rappeler que la Mauritanie, encore récemment, le 25 décembre, a refusé d'adhérer au plan sahélien que le Maroc proposait, ce plan d'intégration régionale. Donc la Mauritanie ne se positionne pas pour le moment pour des raisons géostratégiques. C'est un pays qui est enclavé, qui ne peut pas se froisser avec un de ses deux grands voisins et qui a besoin effectivement de prendre une certaine distance par rapport à ses propositions. Une chose est certaine, c'est qu'il y a des problématiques entre le Maroc et l'Algérie qui sont réelles, qui ne sont pas résolues, qui existent depuis très longtemps, depuis 1975, on ne va pas revenir sur l'histoire, et la rupture de 1994 n'a pas donné naissance à rien. Il y a quand même eu entre-temps la jonction entre l'Algérie et le Maroc pour passer le gazoduc. Donc le Maroc a profité à plein d'un gaz pas cher pendant 30 ans, hein, quasiment. Cette rupture a été faite que récemment parce que les relations politiques se sont dégradées. Mais la question de savoir est-ce que c'est bien, pas bien, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien. Ce qui est bien en vérité, et ça a été dit par votre invité, c'est que d'abord on ne peut pas rester seul. Il faut un environnement économique. L'Algérie aspire à sortir de ses frontières sur un plan économique, sur un plan politique. Alors c'est vrai que ces relations en Sahel sont un petit peu dégradées pour certains pays, mais sont très bonnes pour d'autres. Il ne faut jamais le perdre de vue. Hein. Ça se passe très bien par exemple avec le Niger, ça se passe très bien avec le Burkina. Ça va se passer de mieux en mieux avec le Mali, on l'espère. Mais une chose est certaine, c'est que la relation est impeccable avec la Tunisie et que la relation avec la Libye n'est pas non plus discutable puisque l'Algérie a toujours aspiré à ce que la Libye se stabilise et ce qu'il n'y ait plus de guerre sur le territoire, à ce qu'il y ait un plan de paix avec des représentants libyens élus. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et j'ai envie de vous dire simplement, mais encore heureux qu'il y ait une initiative enfin de relance de ce fameux... Alors moi, je suis très attaché à l'Union du Maghreb arabe ou arabo-berbère ou arabo-africain, on peut l'élargir. Je suis attaché à cette idée-là parce que c'est essentiel. Ça répondait à l'Union européenne. Il faut se rappeler à l'époque que la communauté économique européenne était naissante c'était renforcée et que finalement le Maghreb n'avait fait que réagir à ce renforcement avec l'intégration de l'Espagne et du Portugal. Donc aujourd'hui, il faut penser que il y a une intégration régionale, une grande intégration intéressante sur la question énergétique, l'électricité, sur le dessalement d'eau de mer, sur la sécurité aux frontières. Toutes ces questions sont posées par l'Algérie, la Libye et la Tunisie avec acuité. Mais en Europe, c'est pareil. Ça a débuté sur quoi? Ça a débuté sur 3 pays, le Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Ça a débuté sur les principes économiques. Et je pense que la porte n'est pas fermée, loin s'en faut. Le président algérien n'a pas prononcé le nom Maroc, on l'a compris quand il est voisin de l'Ouest, c'est le Maroc. Mais il dit la porte n'est pas fermée. On démarre maintenant, on va arrêter de tourner en rond. Et puis au fur et à mesure, avec un dynamisme économique qui va être certainement au rendez-vous, eh bien on envisagera effectivement l'élargissement, puisque le Maghreb arabe n'est pas mort, mais n'est plus actif. Donc autant réactiver d'autres structures qui vont peut-être relancer cette fameuse UMA qui aurait dû être une union effectivement régionale très puissante et qui aujourd'hui, vous l'avez souligné tout à l'heure, il n'y a que 3% d'échanges en 30 ans, ce qui est marginal, contre 47% avec l'Europe, il y a un problème. Donc c'est vrai que ces questions sont posées et que les réponses, elles doivent se faire par des réactions proactives. Donc là, je rejoins votre invité, effectivement, il a raison, il n'y a aucune raison de questionner cette démarche.
Mais aussi la question qui se pose, on sait très bien qu'il y a des différends politiques entre Alger et Rabat. Est-ce qu'il ne fallait pas commencer donc à régler peut-être ces différends politiques avant de relancer ce projet? Restez avec nous, Gamal Abina, parce qu'on a été rejoint. Je vais vous donner le temps de répondre à cette question. Après, on a été rejoint par M. Ahmed Ouanes, ex-diplomate et ministre des Affaires étrangères tunisien. Il est avec nous depuis Tunis par téléphone. Cher ambassadeur Ahmed Ouanes, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir. Barakallahu fik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ambassadeur Ahmed Ouanes, comment peut-on lire donc ce sommet de tripartite qui a été tenu à Tunis entre d'un côté la Tunisie, l'Algérie et la Libye pour renoncer l'UMA? Est-ce qu'il faut s'en réjouir et dire que c'est une bonne initiative? Après, rappelons-nous, donc le dernier sommet était à Tunis en 1994, 30 ans en après, effet, donc, oui. 30 ans après oui. donc, le dernier sommet. Oui. Ou au contraire, beaucoup se posent la question pourquoi le Maroc n'a pas été invité et aussi la Mauritanie. Votre réaction, ambassadeur? En effet, oui. Écoutez, lorsque les Tunisiens ont appris l'initiative de réunir les deux voisins, l'Algérie et la Libye, ils se sont demandé pourquoi ce rétrécissement? Pourquoi le Maghreb n'est-il pas présent? Qu'est-ce qui est impossible à faire? Nous reconnaissons qu'il y a des difficultés, que entre l'Algérie et le Maroc, il y a une rupture de relations diplomatiques décidée par l'Algérie et pas par le Maroc, et que il y a un vieux contentieux qui avait freiné l'élan commencé par la signature du traité de Marrakech en février 1989, qui créait l'Union du Maghreb arabe, et qui s'était terminé avec le sommet de 1994. Et depuis lors, il n'y a plus eu de sommet maghrébin. Celui qui s'est tenu hier à Tunis, c'était pas un sommet maghrébin. C'était un dialogue de consultation, comme ils l'ont appelé eux-mêmes, des entretiens de consultation, et ils n'ont pas osé le qualifier comme étant maghrébin, parce qu'ils savent parfaitement que le Maghreb, c'est 5 pays, c'est 5 peuples, ni 3, ni 6. Donc, ce que nous avons enregistré hier, c'était peut-être une amorce. Il y a un certain nombre de résultats acquis, c'est-à-dire une zone de libre-échange entre les 3 pays, c'est quand même bon, c'est un bon départ. Une liberté de circulation pour les citoyens des 3 pays, c'est excellent. J'espère que nous pourrons l'élargir à l'ensemble du périmètre maghrébin. Et je sais qu'il y a des difficultés à surmonter entre l'Algérie et le Maroc, avec des griefs partagés de part et d'autre. Mais tout est surmontable, à condition de revenir au fondement, c'est-à-dire la fraternité. Et je suis persuadé que si l'on repart sur la base du sentiment de fraternité qui habite le fond de nos consciences, de bout en bout du Grand Maghreb, nous pourrons surmonter absolument tous les obstacles. Très bien. Voici ma question. Monsieur l'ambassadeur, mais Ahmed Tebboune, le président algérien, avait précisé que cette démarche, que ce sommet n'était pas dirigé contre aucun autre État et que la porte est ouverte aux pays de la région qui voudraient y adhérer. On va l'écouter dans ce passage et je reviens à vous juste après.
بدون ما نقصي أي واحد. نحاولوا نتلاقوا ننسقوا مع بعض، نوحدوا كلمتنا في بعض المواضيع الدولية، في بعض المواضيع في اتفاق على أساس نخلق كيان مش ضد دولة من الدول تاع المغرب العربي، ولكن تكون كيفية نتاع تنسيق عمل، تشاور وتنسيق عمل. ماذا بينا نجمع كلمتنا ولو مرة في كل 3 شهور ولا 4 شهور تشوفوا. إن شاء الله فيها بادرة تاع خير إن شاء الله. إن شاء الله. ماهيش موجهة ضد أي دولة أخرى. Majid Tebboune, Monsieur l'ambassadeur, quand on entend Majid Tebboune faire ces déclarations que donc cette démarche n'était dirigée contre aucun autre État, vous avez parlé des tensions politiques, même ruptures diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Vous êtes un ancien diplomate. Je vais vous laisser la parole tout de suite, Monsieur l'ambassadeur. Vous êtes un ancien diplomate. Est-ce que vous pensez, par cette démarche, on peut renoncer donc l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, ou pourtant ou vous voyez peut-être c'est une complication de ce projet de l'Union du Maghreb arabe. Quelle est votre réaction et comment peut-on régler les tensions qu'il y a entre Alger et Rabat? Je suis d'accord qu'il y a des difficultés objectives et sans doute stratégiques, parce que la question traîne depuis des dizaines d'années, entre l'Algérie et le Maroc. Il est probable que les griefs soient partagés. Ça me paraît vraisemblable. Mais néanmoins, tout est surmontable autour d'une table de dialogue. Prends les yeux dans les yeux et rien n'empêchait les 3 dirigeants maghrébins qui s'étaient entretenus lundi à Tunis de prendre l'avion et d'aller à Marrakech, de prendre l'avion et d'aller à Nouakchott. Qu'est-ce qui empêche des chefs d'État de circuler alors qu'ils conçoivent la faculté d'une liberté de circulation entre 3 pays, pourquoi pas entre 5 pays? Deuxièmement, qu'est-ce qui fait que le président Abdelmajid Tebboune se mette à parler d'un sommet ouvert? Pourquoi n'a-t-il pas invité ces pays candidats pour lesquels il lance un discours pour dire « vous n'avez qu'à vous joindre ». Qu'est-ce qui empêche qu'au départ, ces pays soient d'abord invités et qu'on les consulte sur le lieu, la date, l'ordre du jour et la démarche? Qu'est-ce qui fait qu'on ne les empêche pas? Le fait même qu'une certaine conscience parle d'ouvrir, de laisser des portes ouvertes afin que les membres de ce grand Maghreb s'unissent. Pourquoi avoir parlé de cette faculté? Sinon, parce qu'on porte la culpabilité d'avoir fermé les portes, justement, d'avoir dicté la rupture des relations diplomatiques, d'avoir refusé les cadeaux offerts par le peuple marocain lorsque l'Algérie subissait des incendies et subissait des fléaux. Le roi du Maroc mais aussi, monsieur l'ambassadeur, aussi l'Algérie avait... Je comprends très bien cette situation. Le Maroc aussi avait refusé l'aide de l'Algérie quand il y avait le tremblement de terre. Mais parce que il avait commencé par offrir lui-même des camions pour lutter contre l'incendie et des vaccins pour lutter contre le Covid, et ils ont été refusés. Donc, à quoi bon traiter le Maroc avec charité?
mais il faut quand même avoir la dignité de regarder un frère comme un frère. Voilà comment je réagis à cette situation, et j'invite ces trois pays qui ont fait un pas en avant excellent, quoique avec beaucoup de retard, de l'élargir immédiatement et d'envoyer un émissaire au Maroc et à Nouakchott pour pouvoir fixer la date du prochain rendez-vous. Et j'ai peur d'un deuxième rendez-vous à 3, parce que c'est là que ça deviendrait structurel et qu'on aurait structuré un fractionnement du Maghreb arabe. Il faut le faire avant le prochain rendez-vous. Et il ne faut pas tarder. Il faut lancer les missions pour préparer le prochain sommet à 5 immédiatement. Et quand on est de bonne foi, on n'a pas à attendre. C'est Ahmed Ounaïs, désolé, je vous ai coupé la parole. La relation diplomatique a été rompue. Le motif, c'est que les autorités algériennes ont avancé donc le motif des relations ou tatbi', comme on dit, le Maroc, normalisation des relations avec Israël. C'est ce qui a poussé l'Algérie à rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc. Est-ce que la Tunisie... avec retard, avec presque 10 mois de retard. Mais néanmoins, il y a là un argument. C'est vrai, il y a un argument. Je vais vous laisser la parole, mais il est sur notre table. Juste, je vais finir ma question. Aussi, donc, on a vu Ahmadji Tebboune faire des déclarations à son arrivée à Tunis. On aimerait bien donc écouter ces déclarations juste dans cette petite vidéo. Et je reviens à vous, monsieur l'ambassade. الله يحمي تونس ربي يحمينا جماعة ان شاء الله الجزائر ويحمي تونس ويرفع كلمة الحق وسننتصر ان شاء الله. قلوبنا دائما مع الشعب التونسي مع اخي قيس. نعم تونس، شوف تونس تتاثر بكل شيء وما تسقطش. نظام تونس تسقط ان شاء الله. تونس دائما واقفة دائما واقفة ان شاء الله. الجزائر. On a entendu, monsieur l'ambassadeur, donc les déclarations de Ahmadji Tebboune, le président de l'Algérie, concernant donc la Tunisie. Est-ce que vous pensez que la Tunisie peut jouer un rôle donc à essayer donc d'apaiser un peu les relations, les tensions qu'il y a entre Alger et Rabat? Je déplore le fait que depuis plus d'1 an, les ambassadeurs des deux pays, le Marocain et le Tunisien, ne soient pas revenus à leur poste. Il n'y a aucune raison pour retirer les ambassadeurs de leur poste. Nos relations diplomatiques existent, sont établies et sont indestructibles. Donc, je déplore cette situation. Maintenant, le Maroc a été forcé de passer un accord de normalisation avec Israël. J'avoue que c'est impopulaire. Cette décision est impopulaire, non seulement en Algérie, mais en Tunisie et certainement auprès du peuple marocain. Et donc, il y a moyen de surmonter cela lorsqu'on se met autour d'une table et que l'on présente des arguments de part et d'autre avec sincérité, avec franchise, avec un raisonnement stratégique sécurisant pour tous les partenaires. On pourra surmonter cette situation. Mais le fait de rompre les relations diplomatiques, d'interdire l'espace aérien, de refuser la main tendue à 5 ou 6 reprises avant d'en arriver là, à mon avis, il y a là l'expression d'une stratégie de domination et d'hégémonie
que le Maroc refuse et que nous, peuple tunisien, nous refusons également. Et donc, pour pouvoir fonder l'union du Maghreb arabe, il ne faut pas retarder les échéances. Il faut que ces dirigeants qui prennent conscience de la nécessité d'une union régionale se mettent au travail, défoncent les portes qu'ils croient fermées et qui en réalité sont ouvertes, parce que tous les cœurs sont ouverts pour fonder l'union du Maghreb arabe. Eh bien, il faut prendre l'avion et aller parler aux frères, quels que soient les griefs accumulés. Et c'est ça, la vraie fraternité. Nous n'avons pas besoin de diplomatie. Nous n'avons pas besoin de protocole. Nous sommes dans notre grande patrie, le Maghreb arabe. Et nous ne devons pas lancer des initiatives qui abusent l'opinion publique du Grand Maghreb et qui abusent nos partenaires dans le monde, parce que nous allons vers un fractionnement graduel entre nous, et ça risque, après le retrait des ambassadeurs entre la Tunisie et le Maroc, après la rupture des relations diplomatiques décidées par l'Algérie contre le Maroc, après tous ces malheurs, nous allons vers le gouffre. Il faut absolument redresser cette situation. Et les peuples du Maghreb sont mûrs pour franchir cette étape. Pourquoi attendre? Pourquoi retarder? Pourquoi accuser le voisin? Pourquoi ne pas discuter les yeux dans les yeux? Très bien. Restez avec nous, monsieur l'ambassadeur. Hamid Lelou, votre réaction donc, par rapport à cette analyse, si on veut qu'il y ait la relance de l'UMA, il faut le faire avec les 5 pays. Pourquoi attendre? Votre réaction? J'espère que son Excellence l'ambassadeur est encore avec nous. Il va entendre notre réaction. J'aimerais bien lui dire que moi, je suis un fervent et un grand opposant politique au régime algérien. Néanmoins, je ne suis pas d'accord avec ses thèses quand il accuse dans un sens la responsabilité algérienne vis-à-vis de la situation qui pourrit la situation dans le Maghreb. Ce n'est pas que le régime algérien à qui reviendra la faute, le régime marocain fait la même chose. Historiquement, je peux aller jusqu'en 74-75. À ce jour, le Maroc refuse de ratifier les accords frontaliers entre l'Algérie et le Maroc. Les événements de 94, quand le régime algérien avait instauré la fermeture des frontières terrestres, je suis d'accord parce que la réaction du régime marocain était une réaction brutale et sauvage en accusant des Algériens d'actes terroristes contre des terroristes à Marrakech sans aucune preuve, alors que la preuve qui était venue après, c'était des citoyens marocains qui avaient fait des attentats terroristes contre des citoyens espagnols. Et maintenant, la fermeture ou bien Mais Hamid Lelou, ceux qui vous diront, je vais vous rendre la parole. Moi, j'aimerais bien lui préciser, parce qu'il est là à nous sortir ses propres réalités, c'est du faux, ce n'est pas... Pourtant, Dieu sait à quel point je hais le régime algérien. Mais là, à dire que toute la faute est sur l'Algérie, non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas vrai. Le régime marocain a une grande responsabilité. Mais c'est vrai que de l'autre côté, l'union de l'Afrique du Nord ne peut pas se faire au détriment d'un pays ou d'un autre. On est condamnés tous à vivre ensemble. Maintenant, il y a un autre élément. Pourquoi mais le fait de prendre, Hamid, le fait donc de prendre cette décision de rompre les relations diplomatiques, est-ce que c'est pas une décision aussi extrême qui ferme toutes les portes à une éventuelle normalisation des relations, rapprochement des relations? On le voit par exemple dans le monde. Il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a toujours des canaux de communication. Il y a une guerre, par exemple, des différents politiques entre les États-Unis et la Chine à cause de Taïwan. Il y a toujours des relations diplomatiques, il y a toujours des canaux de communication. On ne rompt pas les relations comme ça. On essaye de discuter
d'essayer de trouver des solutions face aux problèmes politiques. Hamid Lellou. Merci de me poser cette question parce que ça va me permettre de nuancer ma réponse. Ce que je disais, je ne dis pas que je suis d'accord que les frontières soient fermées. Je ne suis pas d'accord qu'il faille couper les relations diplomatiques. Ce n'est pas mon point. Mon point, ce serait bien dans l'idéal qu'on ait des relations diplomatiques, que les frontières soient ouvertes. Moi-même, j'ai visité le Maroc, j'ai des très, très, très bons amis marocains. J'ai été au Maroc une dizaine de fois. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Moi, mon problème, c'est que son Excellence, que nous respectons pour son statut d'ambassadeur ou d'ancien ambassadeur, il ne faut pas qu'il accuse une partie au bénéfice de l'autre. Moi, ce que je voulais rectifier, c'est que ces réactions marocaines, elles ont été aussi unilatérales et provocatrices. Maintenant, dans la situation idéale, ça serait bien qu'il n'y ait pas ça. Et ça revient au fait que, par exemple, la Mauritanie, contrairement à la Libye et à la Tunisie, je pense que la Mauritanie, elle a posé des questions essentielles quant à la participation, et ces questions essentielles n'ont pas été posées ni par les Tunisiens ni par les Libyens. Et à un moment donné, les trois pays, s'ils ont envie d'avancer un peu plus loin dans cette relation pour construire même l'union entre trois pays, ils vont se confronter à des obstacles assez importants. Et enfin, moi j'aimerais ajouter un autre point très très important. Je pense qu'il y a un élément moteur qui est en train de pousser à la constitution de cette tripartite Libye, Tunisie, Algérie, c'est l'Italie. On ne parle pas de l'Italie, mais l'Italie elle a porté un point et un effort très important parce que l'Italie aussi elle a des intérêts dans cette région l'Italie essaie de diviser l'Afrique du Nord en Afrique du Nord côté Est au lieu de l'Afrique du Nord côté Ouest pour les Espagnols. Et enfin, la preuve de tout ça, c'est la première ministre italienne qui a été en Algérie plusieurs fois, encore une fois en Libye, en Tunisie il y a 2 jours, et il y a une visite qui est programmée en Algérie dans les jours à venir. Donc cette initiative, elle est bien, elle est nécessaire, mais elle a ses limites. Très bien, restez avec nous, Hamid Lellou. Gamal Abina, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit. Oui, absolument. Déjà, je remercie Hamid Lellou. Pour une fois, on est dans une émission où on est 100% d'accord. Ça fait plaisir. Donc, il a une objectivité que j'apprécie. Il a parfaitement raison. Il faut arrêter de délirer quand même. Je veux bien être gentil d'entendre des termes qui sont excessifs. Mais là, je ne vais pas dire à monsieur l'ambassadeur qu'il y a un historique. C'est pas la première fois qu'on a des problèmes avec le Maroc. Ça a commencé avec l'Istiqlal qui voulait le Grand Maroc, donc dominer la région. Ça a été dit tout à l'heure. La domination de l'Algérie, je ne suis pas d'accord. Là, c'est le Maroc qui voulait dominer. Il voulait quand même le Mali, la Mauritanie, le Sahara et la moitié de l'Algérie. Donc ça, c'est des réalités historiques. Ensuite, le Maroc, c'est la guerre 63. Donc, on l'a pas oublié. Ensuite, c'est 75, cette fameuse marche verte qui est encore une démarche de vouloir contrôler évidemment le Sahara occidental. Ensuite, ça a été tout un tas de revendications territoriales qui ne sont pas réglées. Ça a été dit par Hamid et j'apprécie que ça a été rappelé. Ensuite, l'Algérie a quand même ouvert la porte en 89. Et puis, il y a eu les attentats de Marrakech attribués aux Algériens faussement. Ensuite, il y a eu l'histoire de la reprise des combats au Sahara occidental. C'est pas les Algériens qui ont repris. Il y a eu la rupture effectivement des relations, mais il faut se rappeler qu'en 77, c'est le Maroc qui avait rompu la relation avec l'Algérie. Pas le contraire, hein. C'est eux qui ont initié ça. Mais la question qui se pose aussi, Gamal Abina, vous êtes en France. Oui. Je vais vous laisser la parole. Vous êtes en France, vous savez très bien ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne. Est-ce qu'il faut être prisonnier de cet historique que vous avez relayé ? Alors c'est bien parce que je connais très très bien l'histoire de l'Allemagne et de la France, j'ai étudié ça pendant 10 ans. Donc je peux en parler avec, je ne vais pas donner trop de détails, mais très rapidement, la Tunisie par exemple, je suis désolé, c'est pas les Tunisiens qui ont rompu, hein, c'est les Marocains qui ont rappelé l'ambassadeur, parce qu'ils n'étaient pas contents de voir le représentant du Sahara occidental qui est venu à Tunis sous mandat de l'Union africaine. Donc les Tunisiens n'ont aucune responsabilité, mais les Marocains le reprochent. Après, le Maroc a fait sa petite tambouille interne à l'ouest en faisant des intégrations régionales, et ils ont raison, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi j'ai une pensée pour le peuple marocain qui aujourd'hui se sent humilié par la paix faite scélérate avec l'entité sioniste, avec Israël, pendant qu'on massacre les Palestiniens. Ils réclament une rupture, le gouvernement n'en veut pas. Donc ça, c'est problématique. Et les peuples arabes dans leur entier, tout le Maghreb, le vivent très mal. Donc quand vous me dites, comme le rapport entre l'Allemagne et la France, très bonne remarque. J'ai envie de dire comme la France et l'Algérie, le rapport. D'abord, il y a eu une guerre violente. Ensuite, il y a eu, il faut le rappeler, des procès.
Ensuite, il y a eu des condamnations et une demande de pardon de l'agresseur, l'Allemand. Donc là, ça a pu s'arranger parce qu'il y a eu tout ce processus. Entre l'Algérie et le Maroc, la question de la guerre de 63 n'a pas été réglée puisqu'il n'y a pas eu d'excuses. Ensuite, la question du Sahara n'est pas réglée parce que c'est pas négocié. Quand les Marocains ouvrent la porte, soi-disant, à une négociation, c'est vrai que Mohamed VI l'a fait. Mais il met une condition qu'ils prétendent pas mettre. Il dit on discute de tout sauf du Sahara occidental. Donc on discute de rien. La problématique aujourd'hui, c'est quoi? C'est moi, je suis pour l'intégration régionale et je pense que le Maghreb était une solution pour que la question du Sahara occidental soit réglée. Mais pour y parvenir, il faut déjà commencer par les étapes possibles. Ça fait 30 ans que le Maghreb arabe est figé. Aujourd'hui, il y a un véritable accélérateur extraordinaire, intégration régionale, zone franche, libre circulation des personnes, sécurisation des frontières. Eh bien, on commence par ça. Et je pense, comme pour le Benelux, que le Maroc finira avec la Mauritanie par réintégrer, pour des raisons économiques évidentes et nécessaires, cette zone de libre-échange, parce que c'est nécessaire. Si vous voulez la paix, des échanges économiques soutenus. Si vous voulez la paix, il faut reconnaître les torts de chaque côté. Je dis pas que l'Algérie a 100% raison. Le fait que l'Algérie ait complètement fermé la porte aux discussions pendant 10 ans, ça a été pour moi une erreur. Maintenant, aujourd'hui, le Maroc s'est jeté dans les bras d'Israël, ce qui est une catastrophe, et tout le Maghreb, cette fois-ci, Maroc inclus, peuple marocain inclus, le vit très mal, cette relation avec Israël. Parce qu'Israël reste, et qu'on le veuille ou non, un État dominant, un État racialiste aujourd'hui, et un État qui massacre les Palestiniens, donc, encore une fois, un État colonial. Eh bien, les Marocains le savent et le vivent mal. Et moi, j'ai à cœur le bien-être du Maroc, c'est un pays merveilleux, c'est un pays qui a un peuple qui est travailleur et il ne mérite pas d'être humilié par une décision politique largement outrageuse. Très bien, restez avec nous, Gamal Abina. Monsieur l'ambassadeur, je vais revenir vers vous. Comment peut-on surmonter donc toutes ces difficultés qu'il y a entre les pays frères? Écoutez, il faut assainir le passé. Je pourrais répondre à tous les griefs qui ont été émis un à un, mais nous n'avons pas le temps. Je vous pose une question. Si réellement vous avez foi dans l'union de Grand Maghreb, si vous avez foi dans la fraternité profonde des peuples maghrébins les uns avec les autres, prenez rendez-vous dans 8 jours à Nouakchott. Nous irons tous pour discuter de tout ce qu'il est possible de faire, d'élargir à l'ensemble de nos marchés, de coordonner nos positions de politique maghrébine, d'intégration économique, de coordination politique, de solidarité avec la Palestine et de réponse commune à nos partenaires européens d'une part et africains d'autre part. Et c'est alors que nous serons respectés par les États du monde et en particulier par nos propres peuples à l'égard de leurs propres dirigeants. Ne soyons pas au-dessous de notre devoir. Rencontrons-nous dans 8 jours à Nouakchott. Si vous êtes véritablement de vrais Maghrébins, ce n'est pas le passé qui va nous retenir ou nous freiner. Il faut foncer, assainir et aller de l'avant. Est-ce que vous êtes optimiste, monsieur l'ambassadeur? Malheureusement, je ne suis pas optimiste parce que j'ai assisté à l'indépendance du Maroc et à l'indépendance de la Tunisie quand j'avais 20 ans. J'ai milité pour l'indépendance du continent africain et en particulier de l'Algérie jusqu'aux années 60, évidemment, où l'Algérie a enfin retrouvé son indépendance. Et avec les Marocains et les Mauritaniens déjà indépendants, nous nous disions entre nous, ah, le jour où l'Algérie sera indépendante, nous ferons un pas en avant. Eh bien, ce sont les Européens qui ont fait le pas en avant nous, alors que nous étions plus mûrs que les peuples européens pour faire un marché commun et pour intégrer le Maghreb arabe. Nous nous étions rencontrés depuis avril 1958 à Tanger, entre le FLN, l'Istiqlal et le parti néo-destourien, et nous avions tracé le plan d'intégration de nos pays en vue de l'indépendance de l'Algérie et au-delà. Et nous n'avons rien réalisé. Eh bien, malheureusement,
malheureusement, je ne suis pas loin de faire mes adieux à mon peuple et à tous mes frères maghrébins, mais je ne vivrai pas ce grand Maghreb. Et c'est à cause de l'Algérie et de la politique militariste et hégémonique de l'Algérie qui a toujours brisé les plans d'intégration maghrébine. Monsieur l'ambassadeur, je voulais terminer cette émission et je vais vous laisser partir très rapidement. L'Algérie a connu donc une révolution inédite populaire en 2019. Comment peut-on la qualifier, monsieur l'ambassadeur, alors que jusqu'à maintenant, cette révolution a demandé qu'il y ait donc rupture. Eh bien, nous avons eu un grand espoir. Nous avons eu un espoir immense de nous débarrasser du régime militaire en Libye avec Kadhafi et du régime militaire en Algérie avec le départ de Bouteflika. Mais le Hirak, qui était à la base de cette révolution démocratique en Algérie, est toujours bâillonné, est toujours empêché de s'exprimer et de prendre sa part dans l'édification d'un État démocratique en Algérie. Laissez faire le Hirak, libérez-le, et vous verrez que le Maghreb n'attendra pas 8 jours avant de se constituer. Barakallahu fik. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Ahmed Ounas, ex-diplomate et ministre des Affaires étrangères tunisien. Vous étiez avec nous depuis Tunis. Hamid Lello, je vais revenir vers vous très rapidement. Il me reste 2 minutes 30. Je vais les partager entre vous et Gamal. Si vous voulez finir, Gamal, d'abord, vous êtes le premier. Je vous laisse donc 1 minute très rapidement, Gamal. Très rapidement, ce qui a été dit par l'ambassadeur, c'est des vieux poncifs qui ne tiennent pas la route. Bon, le côté Algérie dominante, il a oublié que c'est pas l'Algérie qui a agressé, mais ça, on met ça de côté. Et en ce qui concerne, je pense, parce que bon, monsieur l'ambassadeur dit des choses, mais je pense qu'il n'est pas sur le même logiciel, et c'est très dérangeant. Ensuite, en ce qui concerne effectivement le Maghreb et l'intégration du Maghreb, on commence par un premier pas, et c'est très positif. Il devrait s'en réjouir, la Tunisie et dans le quartet, et dans le trio de tête plutôt. Et derrière, cette intégration va nécessairement, je pense, pousser l'intégration régionale. Mais si on pense toujours en termes de il faut d'abord, ce qu'on a fait pendant 30 ans, un préalable de paix pour l'intégration régionale, on n'aura jamais rien. Donc il faut commencer par ce pas, espérer que ça ira dans la bonne direction, que ça profite au peuple du Maghreb, de ces 3 pays de l'Est, et puis après, on espérera qu'évidemment rapidement la Mauritanie, le Maroc et pas seulement, moi je suis pour le Mali, pour le Niger, il y a des pays comme ça qui doivent être intégrés, faire en sorte qu'on ait une véritable Afrique du Nord, dans le sens de Afrique du Nord, au sens large du terme. Mais les questions de dire que l'Algérie est une puissance dominante militaire, j'ai trouvé ça parfaitement déplacé et ça n'a aucun sens. Très bien. Hamid Lello. Moi, j'aimerais bien apporter une petite rectification à notre ami Abina. Nous sommes d'accord, on n'a pas besoin d'être en désaccord tout le temps, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, entre guillemets, ma haine pour le régime algérien ne m'aveugle pas. Quand je fais des lectures, j'essaie de les faire de la manière la plus objective possible. Maintenant, je suis content que l'ambassadeur ait mentionné l'Afrique du Nord en 1958, mais j'aimerais bien lui préciser une chose. À l'époque, les acteurs qui avaient essayé de créer l'union de l'Afrique du Nord, c'était des acteurs légitimes, c'était des acteurs qui vraiment aimaient leur pays. Les acteurs d'aujourd'hui, ils sont illégitimes, y compris le président tunisien qui est arrivé par les élections, il est devenu... passons, il n'y a pas de légitimité politique dans aucun pays de l'Afrique du Nord. Par conséquent, cette union ne peut pas se faire parce qu'une union au détriment des peuples n'est pas possible. Le jour où tous les peuples de l'Afrique du Nord sont libres, à ce moment-là, l'union sera libre. Et je suis d'accord avec M. Abina, l'Afrique du Nord devrait être étendue au Sahel parce que le Sahel est une partie intégrante de l'Afrique du Nord. Merci Hamid Lello, directeur de Run for Democracy. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci Gamal Abina, expert en relations internationales. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi monsieur l'ambassadeur Ahmed Ounaïs, ex-diplomate et ministre des Affaires étrangères tunisien. Il était avec nous depuis Tunis. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha.